Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester en compagnie des programmes de la télévision du Monde. Bienvenue dans ce bulletin de l'information de la mi-journée. Les tenanciers des débits de boissons dans la ville de Douala devront respecter la réglementation en vigueur. Les contrevenants à cette mesure se verront heurtés à la rigueur de la loi. Les propos sont ceux du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboa. Je vous propose de suivre l'attitude du patron du littoral de Douala, de la région du littoral, au micro de nos reporters Jean-Germain Yetna et Patrice Foucault. Nous voulons rappeler à tous ceux qui ont des débits de boissons, je le dis encore aujourd'hui, que ceux qui savent que le Cameroun est un état de droit, lorsqu'on leur délivre des licences, sur ces licences se trouvent indiquées les heures d'ouverture et de fermeture. Monsieur le préfet, votre chemin de bataille commence par là aujourd'hui. Vous devez fermer vos débits de boissons à l'heure indiquée. Les forces devront sévir. Et que ceux qui disent que derrière tel bar se trouve tel grand, venez me rencontrer. Je vais fermer ce bar. Parce que de ces bars partent ceux qui se droguent pour aller agresser les paisibles citoyens. Donc, nous devons vivre ensemble, nous devons vivre dans la paix. Il n'est pas question que les gens pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Personne ne peut avoir cette prétention. Les rassemblements, on vous l'a dit tout à l'heure, sont réglementés. Vous avez l'autorisation, vous manifestez. Vous n'avez pas d'autorisation, vous allez marcher sur nos têtes. La catastrophe naturelle de Ngwanche, survenue dans l'arrondissement de Bafoussam, 3e région de l'Ouest Cameroun, parle-t-elle aux autorités de Douala? La question est celle des habitants de la grande métropole économique qui se posent des questions au lendemain de cette catastrophe naturelle qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Élément de réponse dans ce reportage de Jean-Germain Yetna. La catastrophe naturelle de Ngwanche dans l'arrondissement de Bafoussam 3e, avec des morts et plusieurs autres personnes disparues, parle-t-elle aux autorités de la ville de Douala, dans la région du littoral? À cette interrogation, on est tenté de répondre par l'affirmative, au regard de l'attention particulière qu'accordent désormais des responsables des services déconcentrés de différents départements ministériels, notamment celui de l'habitat et du développement urbain, sur des questions liées à l'environnement et de l'espace vital des populations. Et dans notre propos, nous avons dit que cette ville, elle nous parle. Elle nous parle à nous, les autorités. Elle parle aux journalistes que vous êtes. Elle parle aux populations elles-mêmes. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que nous avons fait pour éviter cela? Nous avons des documents de planification qui sont élaborés dans toutes ces villes à coût de millions par l'argent du contribuable, mais qui malheureusement restent quelquefois dans des tiroirs. Qui restent dans les tiroirs. On ne les applique pas froidement. Il y a des zones à risque qui sont identifiées et sont appelées zones non efficandi. Et nous appelons également les différents exécutifs municipaux à être beaucoup plus stricts, à appliquer avec froideur les textes, à ne délivrer des autorisations de construire que dans les zones constructibles. Donc nous pensons que c'est une occasion pour nous de revisiter nos différentes attitudes face à la gestion de la ville. Et au nom de la précarité ambiante et la conjoncture économique, le constat est déplorable et alarmant et se veut urgent. Dans plusieurs quartiers de la métropole économique, aucun plan d'urbanisation, encore moins d'études d'impact environnemental préalable
Plusieurs familles à Douala vivent à proximité des rails, côtoient, draignent et rigolent, à leur risque et péril grave. Une partie beaucoup plus structurée, une ville structurée, mais il y a d'autres parties qui sont malheureusement mal loties, mal construites, et où on ne respecte aucune réglementation, pour lesquelles il faudrait qu'on soit beaucoup plus regardant. La journée mondiale des villes, qui se célèbre tous les 31 octobre de chaque année, est une occasion idoine pour la société civile de décrire par exemple le cadre de vie des habitants des quartiers populaires des villes du Cameroun, de promouvoir et de protéger le droit au logement décent par l'appui à l'amélioration des quartiers populaires porté par des initiatives telles que le Salon Ville et Toit du Cameroun, et aux décideurs de prendre la pleine mesure de la situation, de la dangerosité des zones à risque, malheureusement encore habitées par les populations, et de tirer la sonnette d'alarme pour éviter le cauchemar de Ngouaché dans d'autres villes du Cameroun. Le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le Dr Taïga, renforce l'opérationnalité, les capacités opérationnelles de ses collaborateurs sur le terrain. Il leur a remis du matériel sanitaire vétérinaire. Objectif, admettre sur le marché de la viande propre à la consommation. Reportage. Afin de protéger les consommateurs contre les zoonoses, qui sont des maladies infectieuses ou parasitaires transmises de l'animal à l'homme, le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales a prescrit dans les abattoirs, et ce depuis quelques années, l'inspection sanitaire vétérinaire, qui est un examen macroscopique de contrôle, de surveillance et de vérification fait par des agents vétérinaires. Au terme de l'inspection, le vétérinaire inspecteur appose l'estampille de salubrité sur les organes ainsi que sur les carcasses, attestant soit que la viande est propre à la consommation, soit qu'elle doit être retirée du marché. Le délégué régional du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales de l'Ouest a récemment remis à tous les services de terrain de son territoire de compétence la dotation en matériel d'inspection sanitaire vétérinaire composée de 15 estampilles, dont 9 roulants, 6 ovales et 120 litres d'encre alimentaire de couleur bleue et rouge. L'opération d'estampillage consiste à nous assurer que l'ensemble des viandes qui sont mises sur le marché seront des viandes propres à la consommation. Cet estampillage également permet donc d'identifier de manière précise l'origine de la viande. C'est-à-dire qu'avec la codification qui est faite sur ce matériel, nous pouvons dire exactement dans quel abattoir de la région la viande a été inspectée par nos équipes sur le terrain. Maintenant, par rapport à l'encre alimentaire qui est utilisée, je voudrais ici rassurer les uns et les autres que c'est de l'encre alimentaire qui n'a aucun impact par rapport à la santé du consommateur. Par rapport à nos partenaires bouchers, nous les exhortons à véritablement nous accompagner dans cette activité. Il est à noter que l'estampillage fait avec l'encre de couleur bleue signifie que la viande est propre à la consommation, tandis que l'estampillage fait avec de l'encre rouge montre que la denrée d'origine animale est dangereuse pour la santé et doit être retirée du marché. Aussi, chaque estampille contient un code permettant d'identifier l'abattoir d'origine de la viande. Cette opération permet aussi d'assainir le secteur d'activité des bouchers. D'où l'invitation faite à ceux-ci par le patron de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales de l'Ouest d'y adhérer massivement. Par rapport au secteur viande, il constitue l'un des maillons essentiels. Si ces bouchers n'adhèrent pas à l'approche, il sera difficile, nous, du service technique de l'élevage, de pouvoir mener à bien cette activité. Donc, leur adhésion est gage de succès de cette opération qui a été hautement instruite par son excellent Dr Taïga, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Animaux. À ses collaborateurs de terrain, le délégué régional de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales de l'Ouest a prescrit probité morale et strict respect de la déontologie de la réglementation en vigueur.
À l'international, le président français Emmanuel Macron est attendu à Shanghai pour l'inauguration de la foire des importations où près de 80 entreprises françaises seront présentes. Des détails dans ce reportage d'Euronews. En janvier 2018, il avait promis de revenir en Chine chaque année. Le président français entame donc ce lundi sa deuxième visite sur le sol chinois. Et cette fois-ci, c'est à Shanghai qu'Emmanuel Macron va d'abord rencontrer son homologue Xi Jinping. Au programme, bien sûr, principalement le commerce. Venu avec une cinquantaine de dirigeants d'entreprise et le commissaire européen à l'agriculture, Macron doit assister à un dîner de gala pour l'inauguration de la deuxième foire aux importations de Shanghai. Un rendez-vous annuel instauré par le régime communiste pour convaincre de son intention d'ouvrir son marché. 78 entreprises françaises participent à l'événement, aux côtés de 3000 autres compagnies venues de 64 pays. Le chef d'État français espère signer mercredi à Pékin une quarantaine de contrats dans les secteurs traditionnels de la relation franco-chinoise, comme l'agroalimentaire, le tourisme ou la santé. C'est l'an dernier, sous son mandat, que la Chine a levé son embargo sur le bœuf français et que les exportations ont repris 17 ans après la vache folle. Ce sera la 6e fois que Macron et Xi se rencontrent. Et la Chine semble montrer désormais de l'importance à l'Europe, car Pékin vient de nommer vendredi dernier son premier représentant spécial pour les affaires européennes. En mars dernier, lors de sa visite à Paris, Xi Jinping avait été reçu par un front européen uni pour discuter notamment de l'ambitieux projet des nouvelles routes de la soie. 7 mois plus tard, Emmanuel Macron va essayer de pousser Xi Jinping à conclure un accord sur les investissements avec les Européens. Sur les droits de l'homme et Hong Kong, de bonnes intentions sont affichées par l'Elysée, mais l'accent semble plutôt mis sur la culture avec une autre inauguration, celle d'un centre Pompidou à Shanghai. L'Iran ne lèvera pas son interdiction de négociation avec les États-Unis. Les propos sont du guide iranien à l'occasion du 40e anniversaire de la saisie de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Reportage. Depuis plusieurs mois, la tension entre Téhéran et Washington connaît de nouveaux pics sur fond de retrait des États-Unis de l'accord international sur le nucléaire iranien. Ce dimanche, l'ayatollah Khamenei a réaffirmé son opposition à tout dialogue avec Washington dans un discours prononcé la veille du 40e anniversaire de la prise d'otage à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Certaines personnes pensent que négocier avec l'Amérique résoudrait les problèmes du pays. C'est une grave erreur. Ils ont tort à 100%. Interdire les pourparlers avec les Américains est l'un des moyens par lesquels nous pouvons empêcher les États-Unis de réinfiltrer l'Iran. Ce n'est pas simplement une question d'émotion. Il existe une logique forte derrière cela. Les mots du guide suprême iranien font écho à de nouvelles fresques murales anti-américaines présentées récemment par les autorités du pays. Réalisées sur les murs de l'ex-ambassade des États-Unis à Téhéran, ces peintures entendent dénoncer l'arrogance des États-Unis. Elles caricaturent une Amérique violente, assoiffée de guerre pour asseoir son emprise sur le monde, mais malgré tout faible ou en déclin, en dépit de son arsenal militaire. Le 4 novembre 1979, moins de 9 mois après le renversement du dernier Shah d'Iran, un groupe d'étudiants partisans de la révolution islamique avait pris d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran, qualifiée alors de nid d'espions par les partisans de Khomeini, père fondateur de la République islamique. Les étudiants avaient exigé pour libérer les otages que les États-Unis extradent le Shah afin qu'il soit jugé en Iran. La crise ne s'achèvera que 444 jours plus tard, après la mort en Égypte du souverain déchu et la libération de 52 diplomates américains. Rompues entre-temps, les relations diplomatiques entre Téhéran et Washington n'ont jamais été rétablies. Et c'est la fin de ce bulletin de l'information de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information à 18 h en langue anglaise, 20 h pour la grande édition en langue française. Bon après-midi à tous sur les antennes de la télévision du Monde.